Samedi 19 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement en version française. Dans les actualités de ce jour, parlons justement de la commémoration de cette date du 19 juillet. Aujourd'hui s'est tenue la commémoration du 77e anniversaire de l'exécution des héros de la nation lors des mouvements de libération de 1947 et 1948. Ils étaient 5 à avoir été fusillés, notamment le lieutenant Ranjiamarman Albert, fusillé le 28 avril 1948, ainsi que Rakutojabé Samuel, Rassizaf Samuel, Bekamis et les Oma, tous fusillés le 19 juillet 1948. La cérémonie commémorative s'est tenue aujourd'hui à un Pitfirana Ankatsu, marqué par une flamme commémorative et le dépôt de gerbes de fleurs. Les détails avec Anienne Martina et Sechan Jenab. Le lieutenant Ranjiamarman Albert, Rakutojabé Samuel, Ratsizafi Samuel, les Oma et Bekamis, ces 5 patriotes ont été fusillés par les colons français à Pitfirana Ankatsu le 19 juillet 1948 à la suite des événements du 29 mars 1947. Du 19 juillet 1948 à 19 juillet 2025, il y a 70 ans qu'a eu lieu l'exécution de ces héros de la nation. Comme chaque année, la mémoire de ces martyrs a été honorée à Pitfirana Ankatsu par une cérémonie militaire, l'allumage d'une flamme commémorative et le dépôt de gerbes de fleurs. Ces 5 frères d'armes ont sacrifié leur vie par amour pour la patrie, a souligné aujourd'hui le ministre des Forces armées. Le peuple malgache doit toujours avoir le courage de se dresser et de montrer sa fierté nationale. Cela contribue à l'élévation de Madagascar, a déclaré le ministre dans son discours. Cette commémoration a également été marquée par une exposition photographique retraçant l'histoire de ces 5 héros. Dans un tout autre sujet, la deuxième partie des bus de la marque Photon destinée au transport public est arrivée au port de Tuamasin. Il s'agit de 100 véhicules qui viennent renforcer la première série de 30 bus électriques déjà livrés et utilisés lors de la fête de l'indépendance. Ces nouveaux bus devraient contribuer au renforcement du réseau de transport public et à l'amélioration de la circulation urbaine à Madagascar. Reportage toujours d'Anienne Martina sur les images de Sechan Jenab. En tout, 300 bus seront remis à Madagascar dans le cadre d'un partenariat avec la République populaire de Chine. La première série, composée de 30 bus électriques, a déjà été mise en service à l'occasion de la célébration de la fête nationale. Hier, la deuxième vague, composée de 100 bus thermiques, a débarqué au port de Tuamasin. Ces véhicules seront progressivement déployés dans plusieurs régions du pays, à commencer par Antananarivo et Tuamasin, d'après les explications. Ainsi, ces bus s'inscrivent dans le programme gouvernemental de modernisation du réseau de transport public et d'amélioration de la mobilité urbaine à Madagascar. Une troisième vague de bus Photon est également attendue prochainement. Dans les actualités de ce jour également, parlons de la situation du paludisme à Yikung, où toutes les zones du district d'Yikung sont concernées par la pulvérisation d'insecticides dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La sensibilisation de la population locale à la prévention de cette maladie est renforcée. Les tests de dépistage et l'administration gratuite de médicaments aux personnes infectées se poursuivent également. Fin de Sénat Mireille nous en dit plus. Des habitations privées, des bâtiments administratifs et des marchés sont ciblés par cette pulvérisation afin d'éradiquer complètement le parasite du paludisme dans le district d'Yikung. Des jeunes volontaires viennent en renfort aux militaires chargés de l'opération. La sensibilisation à la préservation de la maladie continue auprès des habitants, notamment sur l'usage des moustiquaires imprégnés d'insecticides et sur l'importance de se rendre auprès des centres de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Il est à rappeler que le dépistage et le traitement du paludisme sont gratuits. Un dépistage de la malnutrition est également en cours dans le district d'Yikung. Dans les actualités économiques de ce soir, le nombre de touristes arrivant à Toliara ne cesse d'augmenter selon les opérateurs touristiques locaux. Dans cette même dynamique, les actions de renforcement des compétences des acteurs du secteur se poursuivent. L'objectif demeure la promotion de ce secteur. Fin des Sénat Mireille.
Tuliar, la ville du soleil, fait partie des localités dotées de sites magnifiques, idéales pour le développement du tourisme, à l'image d'Anakau ou encore Manguil. Cette année, une hausse du nombre de touristes se fait déjà ressentir, affirment les opérateurs locaux. Ces derniers bénéficient du soutien constant du ministère de tutelle. La ministre Viviane Dewa a aussi écouté leurs doléances lors de sa visite à Tuliar. Par ailleurs, 30 opérateurs du secteur touristique ont reçu des attestations de reconnaissance après avoir suivi une formation spécialisée. Et plus de 800 agriculteurs ont bénéficié aujourd'hui de formation et de distribution de poussins dans la commune d'Amboussaïn, un district de Touamasna 2. Ce district devint ainsi le 5e à profiter du projet gouvernemental Diabé Nifamkaran ou caravane de formation, un programme destiné aux districts à fort potentiel agricole. Les paysans locaux ont été formés à des techniques agricoles efficaces adaptées au changement climatique à Madagascar, afin de leur permettre d'améliorer le rendement de leur culture. Toujours un reportage de Anena Martina et Zaranjens. Diabé Nfamkaran ou caravane de formation organisée aujourd'hui dans la commune d'Amboudsaïn, un district de Touamasna 2, dans la région Ansnanan, a rassemblé plus de 800 producteurs agricoles. Ce projet gouvernemental vise à améliorer la qualité et augmenter la productivité des agriculteurs à travers l'introduction de techniques agricoles performantes ainsi que l'élevage à cycle court, leur permettant aussi d'augmenter leurs revenus selon les explications. Le député élu dans la circonscription de Touamasna soutient pleinement cette vision de développement basée sur l'appui direct aux paysans. Il a précisé que ce projet répond concrètement aux besoins exprimés par la population. En effet, la majorité des habitants du district de Touamasna 2 vivent de l'agriculture. 3000 poussins ont également été remis à 64 associations d'éleveurs comme point de départ pour mettre en pratique les techniques transmises. Il s'agit également d'un début pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, dont les techniciens poursuivront les actions de vulgarisation dans le district, toujours selon les explications. Partant à présent dans la région Ano, si l'objectif dans la vulgarisation des réchauds améliorés, économes et écologiques a été atteint dans la région Ano, si selon les estimations présentées lors de la journée mondiale de la désertification et de la sécheresse célébrée à Tolagnar. Ce projet vise à réduire l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffe qui contribuent fortement à la déforestation dans le sud de Madagascar. Depuis son lancement, environ 37 000 ménages utilisent déjà ces moyens de cuisson améliorés. Reportage Anena Martina et Sejan Genab. Presque tous les ménages et commerçants de la capitale régionale Tolagnar utilisent désormais ce type de réchaud fonctionnant à l'énergie propre. Ce type de réchaud attire de plus en plus d'utilisateurs grâce aux économies importantes qu'il permet de réaliser. En plus de la réduction des dépenses pour chaque ménage, l'utilisation de ces réchauds à énergie propre représente également une contribution majeure à la préservation de l'environnement, notamment par la diminution de la consommation de charbon et de bois. D'après les estimations, plus de 50 000 réchauds ont été distribués à 37 000 ménages dans la région d'Anos. Le projet entre désormais dans sa deuxième phase, qui vise toujours à réduire la destruction des forêts dans la région. Il est à rappeler que ce projet, mené conjointement par l'État malgache et l'ONG Mada Avance, vise à distribuer 210 000 réchauds améliorés à 90 000 ménages répartis dans les 3 districts de la région Anos, à savoir Tolagnar, Ambossar Sud et Béchouk. Dans le reste de l'actualité locale, page sportive, de plus en plus de jeunes malgaches s'intéressent aujourd'hui à la pratique du parcours. Ce sport développe la confiance en soi selon les pratiquants. Il est également accessible aussi bien aux garçons qu'aux jeunes filles. Vanessa Mireille et Yves Janel nous en disent plus. Chaque week-end, ils sont déjà des centaines de jeunes à s'entraîner au parcours à travers Madagascar. Les enfants peuvent commencer ce sport dès l'âge de 5 ans s'ils s'entraînent localement. Pour les compétitions internationales, il faut avoir au moins 8 ans. Le parcours attire sans distinction aussi bien les garçons que les filles. Ce sport permet aussi de gagner en confiance en soi, explique-t-il. Un exemple avec Tiar, passionnée de parcours depuis plusieurs années. Même s'il peut y avoir des peurs, surtout en tant que fille, celles-ci disparaissent avec la passion
explique Fitzkin, une jeune fille de 16 ans adepte de parcours. Comme dans tous les sports, la sécurité en parcours repose sur la maîtrise des techniques enseignées par les entraîneurs. Il est donc important d'apprendre les bases pour éviter les blessures. Les jeunes malgaches commencent également à se distinguer sur la scène internationale dans cette discipline. Du 21 au 24 juillet prochain, ils seront à Sainte-Marie. Toute personne intéressée par le parcours pourra venir les rencontrer. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Le bilan des violences dans le sud de la Syrie s'alourdit à 594 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combattants bédouins syriens ont lancé jeudi dernier une nouvelle offensive contre des combattants druzes dans la province de Soueïda. La présidence syrienne les accuse de violer le cessez-le-feu. France 24. Alors que le calme semblait revenu à Soueïda, une nouvelle offensive des Bédouins pourrait faire vaciller le cessez-le-feu conclu mercredi. Un de leurs commandants militaires affirme ne pas reconnaître la trêve, applicable selon lui seulement aux Druzes et aux forces gouvernementales. Après le départ de l'armée syrienne, d'autres Bédouins avaient, eux, décidé de partir, inquiets pour leur avenir. Nous sommes pris au milieu entre les Druzes et les rebelles des forces gouvernementales. Et nous avons très peur. Les deux camps échangent des tirs et nous sommes pris entre les deux. Nous voulons quitter cet endroit avec nos enfants et tous nos proches. Mis sous pression pour mettre fin aux violences intercommunautaires, le président syrien avait pris la parole en plein milieu de la nuit de mercredi à jeudi et annoncé que le maintien de l'ordre à Soueïda serait assuré par les Druzes. Nous avons confié aux factions locales et aux chefs spirituels druzes la responsabilité de maintenir la sécurité à Soueïda, reconnaissant la gravité de la situation pour le pays. Je m'adresse tout particulièrement à nos frères druzes, qui font partie intégrante de la structure de cette nation. Nous affirmons que la protection de vos droits et de vos libertés est l'une de nos principales priorités. Cet accord pour un cessez-le-feu, approuvé par l'un des principaux chefs religieux druzes de la ville, semblait avoir porté ses fruits. Mais en l'absence d'un leader clairement établi côté bédouin comme côté druze, la situation est extrêmement volatile. L'implication de l'État hébreu, qui affirme vouloir protéger les druzes, complexifie un peu plus l'équation pour les autorités syriennes. Les frappes spectaculaires sur un QG de l'armée à Damas, retransmises en direct sur plusieurs chaînes de télévision, ont été condamnées par plusieurs pays et par l'ONU, mais ont pesé indéniablement dans la volte-face d'Ahmed El-Shara, lui qui s'était engagé lors de sa prise de pouvoir à unifier la Syrie et intégrer les minorités. Dans la bande de Gaza, les quelques 2 millions de Palestiniens assiégés par Israël à Gaza sont au bord de la famine après plus de 21 mois de conflit. Dans ce contexte, les enfants sont contraints de devenir vendeurs ambulants pour survivre. Reportage signé France 24. Dans les rues de Gaza, cet enfant interpelle les gens, lessive à la main. D'autres sont derrière les étals de marché, en train de vendre des légumes ou encore des vêtements. Des adolescents, mais aussi de très jeunes enfants qui ne jouent pas. Alors que les écoles sont fermées, voire détruites, ils n'ont d'autre choix que d'aider leur famille pour tenter de gagner quelques shekels. Il n'y a ni eau ni nourriture. Nous devons travailler pour trouver à manger pour notre famille, un peu de pain et de la nourriture. Il n'y a pas de travail à Gaza. Nous devrions être à l'école, pas dans la rue. Il n'y a ni eau ni nourriture, nous mourons de faim. Nous sommes obligés de travailler parce que nous n'avons rien. La vie est dure et tout est cher. Tous connaissent des victimes tuées au cours de ces 21 mois de guerre et de bombardements israéliens. Les enfants eux-mêmes sont loin d'être épargnés. Selon UNICEF, 17 000 d'entre eux ont été tués depuis octobre 2023 et 33 000 ont été blessés. La faim a également explosé chez les enfants sur tout le territoire. L'ONU a exhorté Israël et le Hamas à mettre fin aux violences, à libérer les otages et à permettre l'acheminement complet de l'aide humanitaire dans l'enclave.
Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a attaqué en justice aujourd'hui le Wall Street Journal pour diffamation, réclamant au moins 10 milliards de dollars de réparation. Le quotidien américain a publié la veille un article sur une lettre à caractère obscène adressée au financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein. France 24. Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un autre merveilleux secret. Des mots signés Donald Trump, adressés à Jeffrey Epstein dans une lettre à l'occasion de son 50e anniversaire, affirme le Wall Street Journal ce jeudi. La lettre serait accompagnée d'un dessin de femme nue, avec la signature du président américain qui représenterait des poils pubiens. Sur son réseau social, le président américain a démenti être l'auteur de la lettre. La rédactrice en chef du Wall Street Journal, Emma Tucker, a été informée directement par Caroline Leavitt et par le président Trump que la lettre était un faux, mais Emma Tucker n'a pas voulu l'entendre. Dès le lendemain, Donald Trump lance des poursuites fédérales contre le Wall Street Journal, son patron Rupert Murdoch et 2 journalistes pour diffamation. Depuis plusieurs semaines, l'administration Trump fait face à l'hostilité d'une partie de sa base militante la plus farouche. Le 7 juillet, le ministère de la Justice et le FBI avaient annoncé n'avoir découvert aucun élément qui justifierait la publication de nouveaux documents. De quoi ulcérer ses partisans qui attendaient des révélations explosives. Pour tenter d'éteindre le feu, Donald Trump ordonne jeudi au ministère de la Justice la levée du secret entourant les témoignages du grand jury dans l'affaire. Compte tenu de la publicité ridicule faite à Jeffrey Epstein, j'ai demandé au procureur général Pam Bondi de produire tous les témoignages pertinents du grand jury, sous réserve de l'approbation de la Cour. Cette escroquerie perpétuée par les démocrates doit cesser immédiatement. Vendredi soir, le ministère de la Justice demande officiellement à la Cour fédérale en charge de l'affaire la publication des documents. Chacun d'entre eux doit désormais faire l'objet de vérifications afin de protéger les victimes et les témoins. Ce processus pourrait durer des semaines, voire des mois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité dans la suite du programme de ce soir. Dans quelques instants, vous allez suivre l'intégrale de la série France 20. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.